Merci d'avoir choisi Radio J pour vous informer en ce dimanche matin. Retour à l'histoire de l'URSS et de la Russie, histoire aussi du XXe siècle avec Vladimir Fedorovski, écrivain russo-ukrainien le plus édité en France. Bonjour Vladimir. Bonjour. Vous avez été diplomate et promoteur de la perestroïka et après votre best-seller Poutine, Ukraine, les faces cachées, votre prochain livre explosif, Sorge, un espion pour l'éternité, paru aux éditions Ballant. Nous évoquons avec vous aujourd'hui les campagnes antisémites qui ont jalonné l'URSS, l'histoire de l'URSS. On va commencer par évoquer quelque chose qui est en général peu évoqué, pourtant qui est important. C'est ce fameux 5e point qui figurait sur les papiers d'identité. C'est quoi ce 5e point et ça disait quoi? Ça servait à quoi? Le 5e point, ça reflétait les origines. En fait, dans la réalité, pas les origines religieuses, mais les origines ethniques. À partir de 1953... à qui ça s'applique? Ça s'appliquait à tout le monde. Ça s'appliquait à tous les citoyens du pays. Alors, si tous les citoyens, ils avaient un 5e point, il servait à rien, ce 5e point. Pourquoi? Ça servait à grand-chose. Vous savez, c'est une évolution, vous ne comprenez. Ce 5e point, ce n'était pas orienté spécifiquement contre les Juifs. Pas du tout. C'était tous les citoyens du pays. On devait mentionner sa nationalité eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui devaient écrire ça. Simplement, après, c'était instrumentalisé, c'est devenu un facteur très important de l'antisémitisme. Je vais vous raconter comment ça a évolué. Pour moi, vous savez, je vais vous dire, au moment où ça... vous savez, je suis profondément attaché vraiment à la lutte contre l'antisémitisme pour beaucoup de raisons, mais surtout parce que je constate aujourd'hui, avec notre combat, pour, vous savez, la liberté, avec mon rôle pendant la perestroïka, je constate aujourd'hui qu'il y a une sorte de retour d'âge. C'est le retour de la guerre froide et le retour des vieux démons, en Europe notamment, de l'antisémitisme. C'est pour ça qu'il faut que je vous raconte l'évolution de ça. C'est une évolution vertigineuse, il faut dire, l'antisémitisme là-bas en Russie. C'est une évolution qui est liée avec, tout d'abord, il y avait une tradition de l'antisémitisme en Russie, parce qu'il y avait le pogrom contre les tsars, et il y avait une très grande erreur qui a commis le tsar Alexandre III, c'était dans les années 70 encore du 19e siècle. Il a limité l'accès des Juifs aux universités, et par conséquent, vous savez, il faut comprendre que la révolution russe s'était faite comme beaucoup par les Juifs. Pourquoi? On me demande souvent pourquoi les Juifs ont massivement soutenu Lénine, etc. Mais pour une simple raison, qu'il y avait une discrimination au temps de Staline. C'était la plus grande erreur géopolitique qui a été commise par les tsars. Aujourd'hui, c'est reconnu en Russie et ils le disent. Et le gouvernement de Lénine, d'une manière générale, les meilleurs collaborateurs de Lénine ont été d'origine juive. Vous savez bien que sa mère était juive elle-même, la mère de Lénine, mais Kamenev, Zinoviev, j'en passe, et des meilleurs, ont été vraiment les collaborateurs les plus proches. Alors, le triomphe de la révolution, c'est ça. Mais dans les années 30, Staline, pour des raisons de combat politique, Staline lui-même, c'est pas du tout animé par la haine des Juifs. C'est pas vrai. C'était déterminé par la lutte politique. Ses adversaires ont été d'origine juive. Et Staline, dans sa réflexion, il est revenu à partir de 1932 à peu près, tout d'abord à la nécessité d'éliminer ce qu'ils appelaient la 5e colonne, les vieux bolcheviks, et les vieux bolcheviks ont été en majorité juifs, ça c'est un premier facteur. Et deuxième facteur, il a pensé qu'il faut revenir à un nouveau roman national en Russie. C'est une pensée ou c'est une paranoïa ?
Non, c'est une paranoïa dans ce milieu. On peut dire que c'est une paranoïa, c'est une forme de paranoïa, mais pour vous dire, il faut que je revienne, que je raconte la vraie histoire de Staline, faire un dialogue entre Poutine et Staline. Je vais le faire dans une année à peu près, parce que j'y travaille d'une manière pointue. Mais il y avait une hantise qui nous rattrape aujourd'hui. C'était une hantise de déstabilisation en Russie. Il a pensé qu'il faut éliminer la 5e colonne. Il se trouve que ses adversaires ont été d'origine juive. Il faut comprendre que pendant la guerre, il faut dire qu'il y avait un tel élan extraordinaire de l'unité autour de Staline, les Juifs ont joué un rôle absolument essentiel dans la lutte. Et après, il y avait une étape. C'est la guerre froide. La guerre froide, ça c'est une étape qui a approfondi, et là l'antisémitisme il était porté au pinacle. Je vais vous raconter comment. Tout d'abord, il y avait, vous savez que à un moment donné, surtout à la fin de la guerre... Avant la guerre froide, il y a quand même l'histoire du comité antifasciste Exactement, juif. Exact ce que je voulais parler. Exactement, vous êtes très pointu, cher Eva, parce que l'histoire est la suivante. Après la guerre, Staline a pressenti la confrontation avec l'Occident. Mais avant la confrontation avec l'Occident, à la fois, il a eu besoin de soutien international. Il a créé un comité de soutien de son pouvoir avec les grandes personnalités juives. La personnalité l'emblématique, c'était un énorme acteur, Mikhaël, il s'appelait, extraordinaire, qui a dirigé le théâtre yiddish. Et je dois vous dire que Staline, il a adoré cet acteur, il le considérait comme un génie. Et il a envoyé cet acteur, il a créé le comité de soutien des Juifs, il a envoyé cet acteur pour réunir, pour double raison. Il a joué un rôle assez important, cet acteur. Il a tout d'abord assuré le soutien des Juifs américains dans la lutte contre Hitler. Et en allant recueillir des fonds. Et au-delà de ça, vous savez, l'évolution du président Roosevelt en faveur de Staline était liée avec les Juifs, soyons très clairs. Parce que les Juifs ont poussé, vous savez, pour les Juifs, le nom de Stalingrad, c'était un nom sacré. Bien sûr, mais alors justement, étant donné tout ça, malgré tout, le pouvoir soviétique fait assassiner un à un et les emprisonne aussi les membres de ce comité antifasciste. Exactement. Mais quand il y avait... Pourquoi ? Je vais vous dire. Quand il est allé aux États-Unis, il y avait, je parle de Mikhaël, il a mené des négociations. C'est lui d'ailleurs qui a servi l'intermédiaire entre les savants que je racontais dans ma chronique précédente sur la bombe atomique. Il a réuni les fonds, mais il y avait une tentative, ou bien peut-être c'était une vraie fausse tentative de création de foyer national juif en Crimée. Mais dans quelles conditions ? Est-ce que les Juifs du monde entier peuvent venir ? Est-ce que ça devient simplement la République comme toutes les autres républiques au sein de l'URSS ? C'était ça le but de Staline, mais ce n'était pas du tout la vision des Juifs. Vous comprenez, il y avait une contradiction, et quand il a compris que Mikhaël ne joue pas un rôle, il y avait une sorte de combine morbide. Vous savez, il y avait une opération, il était tué, il était écrasé par une automobile, et ça c'était une chose abominable. Et à partir de ça, il y avait toute une campagne qui était lancée, encore une fois, c'est l'ambiguïté. Il a pris un caractère tout à fait antisémite, mais il y avait cette campagne, elle était dirigée aussi à l'Occident. C'est une campagne contre le cosmopolitisme. Dans l'histoire, ça s'appelait les blouses blanches, parce que Staline a accusé les médecins du Kremlin de tuer les dirigeants soviétiques, et à partir de ça, il y avait une sorte de préparation d'une campagne gigantesque, comparable avec la terreur stalinienne des années 30, qui était lancée. Et ça, c'est peut-être le moment le plus dramatique, disons, de cette histoire, mais la Providence a voulu terminer avec cette histoire morbide, parce qu'au moment quand Staline devait signer le décret de déportation des Juifs, c'était le 1er mars, il a eu une attaque cérébrale et il est mort.
Merci beaucoup Vladimir Fedorovski. Bien sûr, bon dimanche et puis on vous retrouve la semaine prochaine sur Radio J.